360 Design pour la partie collaboration avec Civil 3D, le Subassembly Composer pour la conception des demi-profils en travers. Hein. C'est un logiciel qui est installé en même temps que Civil 3D et permet de créer nos propres éléments de profil type personnalisés. On a un Navisworks qui permet la synthèse de documents et faire la distinction clash, mais là on va l'utiliser comme on va agréger les données de Navisworks dans InfraWorks. Alors, InfraWorks qui est un logiciel de préconception et de visualisation 3D dans un contexte réaliste, et Revit pour la conception d'ouvrages d'art. Dans un premier temps, je vais vous montrer la visualisation des données provenant de Navisworks et l'interopérabilité entre Navisworks et InfraWorks. Donc là, on est dans l'interface Navisworks. Donc dans le modèle, on avait différentes informations, on avait tous les différents points de vue de tous les rétablissements qui étaient réalisés. On a des points de vue 2D, des points de vue 3D, qui nous permettaient de visualiser tous les éléments. Et derrière ça, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter ces données-là au format FBX pour les visualiser dans InfraWorks. Donc l'étape qui a suivi, je suis venu importer les données Navisworks dans InfraWorks. J'ai créé différents signés c'est des points de vue dans InfraWorks qui permettent de voir l'impact des rétablissements et des ouvrages réalisés. C'est une manière ça permet d'avoir une vision globale du projet, mais également de venir discuter autour d'un rendu 3D dans un contexte réaliste. L'étape suivante, ça va être l'utilisation de BIM 360 Design et l'utilisation des raccourcis aux données. Donc, on va dans l'interface Civil 3D. Donc, première étape, on enregistre notre fichier dans BIM 360 Docs. Puis après, derrière ça, je viens déterminer, on vient lui dire, lui définir le répertoire de raccourcis aux données. Puis après, on va venir créer notre répertoire en lui affectant un nom. Moi, je ne me suis pas embêté, là, j'ai mis raccourci aux données. Derrière ça, après, l'étape qui va suivre, je vais vous montrer ce que ça fait. Qu'est-ce qu'on crée comme répertoire? En créant ce répertoire-là, on vient créer ce qu'ils appellent des shortcuts. Donc, c'est des répertoires où, quand on va pouvoir partager nos données, il va venir ranger à l'intérieur de ces répertoires-là notre surface en format XML, et c'est ce fichier XML-là qui va être lu pour la collaboration. Donc, la première étape de ce flux de travail était la reconstitution de l'axe en plan. Donc, je suis venu importer les images, j'ai recalé les images, puis après, je vais venir retracer l'axe par-dessus. Donc, moi, j'ai utilisé comme méthode pour retracer l'axe, je suis venu créer toutes les droites, et dans un second temps, je vais venir après lui spécifier les raccordements entre les droites. Il y a plusieurs méthodes de conception, j'aurais pu le faire à l'avancement. Là, je vous montre une méthodologie. Hein. Le faire à l'avancement, ça aurait été un peu moins précis. Là, ce qui est intéressant, c'est que je viens lui définir les raccordements, donc les valeurs de raccordement, on les avait dans nos fichiers, dans les fichiers PDF, donc les valeurs, je les connais déjà. Donc, ce que fait le logiciel, c'est qu'il prend en considération mes valeurs de raccordement. Ces valeurs-là sont prioritaires par rapport aux lignes droites. C'est-à-dire, il vient ajuster les lignes droites et créer tous les points de tangence pour modéliser correctement l'axe du projet. Suite à ça, on pourrait aussi paramétrer les valeurs de rayon par défaut pour pouvoir éviter de rentrer toujours les mêmes valeurs. Hein. J'aurais pu le faire. Je ne vous ai pas montré cette manip-là, mais c'est une possibilité de gagner du temps. Et derrière là, on peut modifier, si on veut intervenir sur la géométrie de l'axe, on peut ouvrir la grille de modification. Ça nous ouvre une palette avec les valeurs numériques de l'axe. Et vous voyez qu'en sélectionnant l'axe aussi, j'ai des grippes. J'ai deux façons de modifier l'axe. Soit je viens par la grille de modification, soit je peux intervenir sur les grippes pour modifier la forme géométrique de l'axe. Derrière ça, on va venir modéliser après la surface TN. Donc, modélisation de la surface topographique. Je me suis appuyé sur le plan DWG. Donc, le plan topographique, un plan topographique, c'est constitué d'un ensemble d'objets, de points, de blocs, de textes, de polygons 3D, d'annotations.
et on vient s'appuyer sur l'ensemble de ces objets-là pour essayer de respecter au mieux la réalité de l'existant du terrain. Derrière ça, là, je m'appuie aussi sur les textes pour les intégrer dans la triangulation. Donc, suite à ça, une fois qu'on a créé notre surface, je vais venir vous parler. L'étape suivante, ça va être le partage des raccourcis aux données. Donc, maintenant qu'on a créé notre surface dans un fichier et aussi notre axe dans un autre fichier, je peux directement partager. Donc, le logiciel il vient créer avec BIM 360 Design, hein, on vient créer un fichier XML et ça vient se ranger dans les répertoires vus précédemment. Donc, il vient ranger correctement mon fichier surface dans le répertoire surface et mon axe dans le répertoire alignement. L'étape suivante qu'on va voir, ça va être l'utilisation de ces données partagées. Donc, toujours là, j'ai mon projet du canal qui est enregistré dans le cloud. De là, je veux utiliser ces données-là que j'ai partagées. Donc, on vient créer une référence de données dans le fichier là. Donc, on va pouvoir venir, en deux mots, on va importer la donnée. On vient lire le fichier XML dans le répertoire et il vient importer la surface TN. Et il va venir aussi je vais venir aussi importer l'axe. Pourquoi je procède de cette manière-là? Cette manière-là, elle a différents avantages. C'est qu'elle a comme avantage, elle permet de travailler avec des données importantes. Il y a un gain de poids aussi sur le fichier. Hein. Ça nous permet de travailler avec des fichiers qui sont beaucoup plus légers. Permet également la collaboration. Si je devais même travailler on devait travailler obligatoirement en collaboration, je procéderais de cette manière-là pour garder de la fluidité dans l'utilisation du logiciel. Voilà. Si je résume, si je fais un petit récapitulatif des étapes qu'on a effectuées, on a enregistré les fichiers dans BIM 360 Docs. Ensuite, on est venu créer les répertoires de raccourcis de données en utilisant le connecteur BIM 360 Design. On a reconstruit l'axe du projet, on a modélisé la surface, on a partagé les données et on est venu exploiter les données partagées. L'étape suivante, ça va être la création du profil en long ainsi que la ligne projet. Donc, pour créer un profil en long, il lui faut, comme données de départ, il lui faut une surface au logiciel et il lui faut un axe. On passe par un assistant qui nous permet d'intervenir sur différents paramètres. Il y a une barre d'outils dans Civil 3D qui est spécifique, qui est dédiée au dessin des lignes de profil avec la possibilité derrière de venir créer des droites, créer des courbes verticales, qu'elles soient circulaires ou paraboliques. Il y a plusieurs méthodes pour concevoir une ligne projet. Hein. Moi, je vais vous montrer une méthode, cette méthode-là, je vais vous montrer une méthode en utilisant les commandes transparentes. C'est une autre possibilité de création de ligne projet. Donc, vous voyez qu'il y a différentes méthodes. La méthode dite par abscisse plus altitude, la méthode dite par abscisse et pente, méthode pente et longueur. Moi, j'ai utilisé comme méthode abscisse plus altitude. Hein. Je suis venu lui dire, je commence de telle abscisse de départ en lui donnant telle altitude et je veux que tu viennes te terminer à telle abscisse en lui donnant une altitude aussi projet. Bon, l'altitude projet, elle est fictive. Hein. C'est pour la démonstration. Une fois qu'on a créé la courbe projet, l'étape qui va suivre, ça va être l'utilisation du subassembly composer pour créer derrière les différents demi-profils en travers. Donc le subassembly composer, comme je dis, permet la conception des demi-profils en travers. Je répète, c'est bien un logiciel qui est installé en même temps que Civil 3D hein, et permet de venir personnaliser nos profils en fonction du projet qu'on a à réaliser. Là, vous voyez l'interface du subassembly composer qui se décompose en 5 fenêtres. La boîte à outils, l'organigramme, les propriétés, les paramétrages avancés, le visualiseur. Je suis venu modéliser le fond du bassin, puis après, je suis venu modéliser les risbernes. Donc, avec une largeur de risberne bien définie par rapport, j'ai utilisé les PDF et je me suis appuyé sur les PDF pour reproduire la même chose. Et derrière là, je vous montre qu'on peut tester notre demi-profil type
pour voir comment il réagit par rapport à quand on modifie la hauteur de la surface. L'étape qui va suivre, ça va être la création du projet 3D du canal. Donc maintenant qu'on a créé nos demi-profils en travers, je viens créer les éléments de profil type. Donc on va utiliser différents demi-profils en travers dans notre projet du canal parce que il y avait différentes contraintes sur le terrain. Je pouvais avoir différentes contraintes comme les pentes de talus, les largeurs des risbernes qui étaient différentes, la largeur du fond du canal qui était différente avant l'ouvrage, au niveau de l'ouvrage et après l'ouvrage. Donc de là, on importe ces demi-profils dans une palette et après, on vient juste faire un glisser-déposer de ces demi-profils type. Avec les paramétrages avancés, ça me permet de venir les affecter à gauche et à droite. Je peux intervenir aussi, grâce aux paramétrages avancés, sur la largeur du fond du canal, sur le dévers s'il y avait besoin. À ce niveau-là, je pouvais encore le faire, je n'avais pas besoin de le faire dans le subassembly. Ça sert à ça, ça nous permet de plus de flexibilité. Une fois qu'on a fait ça, on vient lui dire je veux maintenant créer mon profil, mon projet 3D qui s'appuie sur telle surface. Donc je crée différentes zones de profil en travers pour lui dire le profil amont, je l'affecte de telle abscisse à telle abscisse. Le profil au niveau de l'ouvrage, idem. Et le profil après l'ouvrage, idem. On intervient sur les fréquences pour lui dire je veux densifier la triangulation, ça permet de densifier la triangulation du projet 3D. Je lui affecte une surface type pour lui dire les entrées en terre, tu te réfères à la surface TN. Et là, je viens aussi sélectionner des polylines 2D. Ces polylines 2D-là me permettent de dire pour le fond du canal, je veux que tu viennes suivre cette trajectoire. Cette trajectoire de polylines, ça me permet de venir derrière. Si j'avais des formes géométriques assez complexes, parce qu'il y avait une forme géométrique au niveau du fond du canal qui était complexe, je le dessine en polyline 2D, c'est toujours plus simple. Puis derrière, je peux lui dire, forcer, tu viens suivre cette trajectoire-là et gérer mes transitions comme ça. L'étape qui va suivre, pendant que ça calcule, l'étape qui va suivre, je vais vous montrer du coup l'interopérabilité entre Civil 3D et InfraWorks. Donc comment je vais exploiter les données du projet 3D, comment ça va se matérialiser dans InfraWorks. Donc là, ça calcule. On a calculé notre projet 3D. Voilà. On arrive dans l'interface InfraWorks. Pour faire apparaître le canal, là, vous le voyez, j'ai juste fait un glisser-déposer du DWG. Et là, je vais faire le focus sur le mappage des éléments. Dans le subassembly, on a codé les lignes, le canal, le talus, le chemin, talus 1, talus 2. Et grâce à ces codes-là, je peux modifier le rendu visuel du canal grâce à ces lignes de code. Ça me permet facilement de venir modifier le visuel et du coup d'avoir un rendu plus joli. On peut modifier, on peut faire intervenir sur les textures ou sur des couleurs, à nous de voir ce qu'on veut avoir comme rendu. Toujours dans InfraWorks, pour représenter encore rapidement le projet du canal, je m'appuie encore sur les signes que j'avais utilisés pour les données Navisworks. Là, ça permet rapidement de visualiser l'impact du projet dans un contexte réaliste. Au niveau du canal, là, j'ai fini. Maintenant, on va passer sur le rétablissement routier de la RD15. Vous vous souvenez, là, je vais parler d'Auris. On a parlé dans un des Gubi, on avait parlé d'Auris. Donc, je vais faire juste un petit focus rapide. Auris, pour rappel, c'est une solution qui va permettre d'optimiser le design des chaussées en utilisant les centres de production qui se trouvent autour de notre projet. Il va permettre de prendre en compte les impacts coûts et carbone. Cette solution, elle est développée par la Sim et qui a été connectée à Civil 3D par Arcan System. C'est une autre solution en plus de Civil 3D, du package Civil 3D et le subassembly. C'est notre solution à venir utiliser. Et pour pouvoir utiliser cette solution-là, dans Civil 3D, il faut quelques données. Et je vous ai marqué là le système de coordonnées. Le projet 3D, il nous faut un axe et il faut différentes zones. Une région du moins.
Donc, pour l'utilisation, comme je vous disais, bah, là, je vais vous montrer un peu l'utilisation de ce connecteur. Il vient pour se connecter à la base Oris. On lui précise le projet 3D, l'axe et la région. Il nous fait un récapitulatif de nos données. Donc, on lui identifie la longueur et la largeur. Ça se réfère au catalogue des chaussées 98. On lui indique toutes les contraintes des classes de trafic, classes de plateforme, si c'est une voie structurante ou non structurante. Par rapport à là, il nous fait un récapitulatif de toutes nos données par rapport avec toutes nos contraintes précédentes. Il nous fait une proposition en se basant sur le catalogue des chaussées 98 des différentes dimensionnements de chaussées possibles. Bon, là, on fait notre sélection par rapport à nos contraintes, par rapport à ce qu'on désire utiliser comme chaussée. Donc, on vient sélectionner les différentes chaussées qu'on semble les plus pertinentes. On peut créer un filtre. Derrière ça, on va pouvoir aussi réintervenir sur la surface de la première couche. Il fait son calcul et il vient calculer, il vient nous donner, par rapport aux solutions sélectionnées, le coût, l'impact du coût et d'émissions de CO2 sur nos projets. Il nous fait les comparaisons. Derrière, on peut exporter cette donnée-là au format PDF. La suite de l'opération, ça va être l'utilisation du subassembly pour essayer de reproduire un peu les épaisseurs de structure que nous a ressorti Oris et les matériaux. Donc, on repasse dans le subassembly. Donc là, je suis venu créer un demi-profil en travers de chaussée. En mettant des paramètres de chaussée, je peux intervenir sur les épaisseurs et sur les noms des matériaux, ce qui me permet de l'utiliser pas que pour ce rétablissement-là, je pourrais l'utiliser pour d'autres rétablissements juste en modifiant les noms. Le focus que je voulais vous faire là, c'était plus pour les décisions. Je vais mettre une pause, c'est plus sur les décisions. Là, je suis venu créer, qu'est-ce que c'est une décision? C'est un peu comme une formule Excel. Si test vrai, si test faux. Ce qui va me permettre de dire que le point P2 qui représente le bord de mon chaussée, de ma chaussée, si ce point P2 est supérieur à 3 mètres par rapport à AP1 qui représente la surface CN, bah, si c'est vrai, tu viens me modéliser un talus, tu viens me modéliser une Risberne avec une largeur de 1,50 m, puis tu viens me modéliser une entrée en terre. Si c'est faux, bah, tu viens juste me modéliser une entrée en terre. Donc il y a possibilité de créer des décisions comme ça pour que lorsqu'on va concevoir notre projet, ils viennent directement créer correctement notre projet 3D. La suite de l'opération, c'est qu'on va venir, comme pour le canal, utiliser ces demi-profils en travers pour modéliser notre projet 3D de la RD15. Donc toujours le même principe, hein, on se base sur un axe, sur un profil, sur une surface cible. Le plus gros du travail il se fait dans le subassembly, notamment car on crée des couches de structure et que, tout à fait, on crée juste des couches de structure et on crée des décisions spécifiques. Ce qui est intéressant de voir là, c'est plus parce qu'on utilise les mêmes logiciels pour modéliser un projet fluvial qu'un projet routier. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut garder à l'esprit que Civil 3D, il fonctionne pour tous les projets linéaires, quelle que soit la discipline, qu'elle soit fluviale, routière ou ferroviaire. Voilà. Une fois là, on a modélisé le projet 3D. Et là, après, la suite de l'opération, ça va être l'utilisation, pareil, l'intégration du projet 3D, cette fois-ci routier, dans InfraWorks. Toujours le même principe, je suis venu faire un glisser-déposer du projet routier. Et là, je voulais vous montrer, tout à l'heure, on a mappé les données provenant du canal. Cette fois-ci, du projet 3D du canal, cette fois-ci, on peut mapper les couches de structure avec différentes couleurs. Hein. Il se base cette fois-ci sur les codes affectés à nos couches de structure. Là, je suis venu modifier modifier la couche de roulement. Maintenant, on va passer à la conception de l'ouvrage d'art, du pont. Cette conception-là, on le fait dans InfraWorks. En quelques clics, on vient lui donner la piste de départ, on peut lui dire après la longueur du pont ou tout simplement lui donner la piste de fin. Ce qu'il fait, c'est qu'il vient nous proposer un ouvrage d'art, un pont par défaut. On peut intervenir sur différents paramètres. Là, je suis venu modifier le nombre de piles. Je vais modifier aussi l'espacement des poutres et les largeurs des poutres du pont. Je vais essayer de me rapprocher
au maximum du pont qu'on va réaliser. Et derrière ça, je vais exporter ce pont-là au format IMX pour pouvoir le réutiliser dans Revit. Donc l'étape qui suit, je vais vous montrer l'import de cette donnée-là dans Revit. Donc dans Revit, on vient se baser sur cette donnée. Donc je viens importer le fichier IMX, hein, moi je maîtrise, je ne suis pas un expert sur Revit, donc j'ai juste donné cette donnée-là à un collègue qui lui connaît bien Revit et modélise un pont, donc il nous a créé un autre pont, tout simplement. Là, maintenant, pour l'intégrer dans InfraWorks, j'ai fait apparaître ce qu'on appelle, je vais m'appuyer sur le point de base du projet dans Revit pour lui dire, pour géoréférencer le pont dans InfraWorks. Donc, tout simplement, on fait un glisser-déposer du fichier Revit dans InfraWorks et après, pour la configuration, on utilise les coordonnées du point de base du projet de Revit. Je viens copier-coller les coordonnées en X, en Y et en Z dans InfraWorks pour que l'ouvrage vienne se caler correctement et se caler correctement tout simplement en altimétrie aussi. Il faut aussi faire attention à l'angle. Moi actuellement, j'ai pas eu besoin de modifier l'angle parce que c'était à 0 et par défaut c'était à 0. Voilà. Dans InfraWorks, donc on peut facilement importer nos projets, l'interopérabilité entre Revit et InfraWorks, entre Civil 3D et InfraWorks. Il est possible de faire une vidéo de ce qu'on appelle une storyboard dans InfraWorks pour soit faire une vidéo promotionnelle. Je voulais juste vous montrer une petite vidéo réalisée là-dessus pour présenter un peu le projet si besoin. Hein. C'est toujours intéressant, c'est très simple à réaliser. Voilà. Pour la présentation du canal, du projet du canal et du rétablissement routier, j'en ai fini entre l'interopérabilité entre Civil, le subassembly et InfraWorks. Je vais après vous parler de BIM 360 Docs, donc la collaboration avec BIM 360 Docs et la comparaison de fichiers de documents avec BIM 360 Docs. Donc ici, nous sommes dans... c'est une manière de collaborer avec BIM 360 Docs. J'ai pris comme exemple la modification du zone de terrassement. Donc BIM 360 Docs utilise des annotations et des problèmes qui permettent de tracer les remarques sur un plan. On peut allier ces annotations avec un problème. Le problème peut être assigné à une personne. On peut définir un type, une date d'échéance, la cause, mettre une description là. Cette personne-là va recevoir une notification par mail et va pouvoir communiquer de cette manière en gardant l'historique des échanges et des modifications effectuées. Il y a aussi également un système de statut pour acter les informations. Donc c'est une manière de collaborer avec BIM 360 Docs. Derrière ça aussi, on peut faire une comparaison de versions. Donc là, je compare deux versions de DWG. Donc au niveau du terrassement, il y avait deux versions qui ont été faites avec des pentes différentes. La version 11 contient les pentes à 1 pour 1, la version 12 contient les pentes à 3 pour 2. On a deux façons de comparer, les comparaisons soit dites par superposition, soit côte à côte. C'est une manière pour moi de venir contrôler le travail effectué. C'en est terminé pour moi sur la présentation de tout ce qui était prévu. Je vous remercie d'avoir suivi ma présentation. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. Merci pour ton travail et pour ta présentation ce matin. Merci. Donc, vous avez un module de questions-réponses à votre disposition. Alors, je ne sais pas si vous pouvez ouvrir vos micros de votre côté pour les personnes qui participent. J'ai également eu, pendant la présentation de Jean-Philippe, des retours. Il y a eu
pour beaucoup d'entre vous, un peu de confusion sur les liens d'enregistrement et les liens de connexion au webinaire ce matin. Donc, au début de la session, il y a eu des échanges de liens. Vous avez bien fait. Il y a eu et sur et ce qui est étonnant, c'est sur le chat de Meetup qu'il y a eu ces échanges de liens pour se connecter au webinaire. Donc, la session est enregistrée de toute façon. Donc, la présentation, pour ceux qui ont raté le début, vous pourrez y accéder a posteriori. Alors, est-ce que je vois pas de questions-réponses dans le module? Alors, Philippe. Alors, Philippe Germanier, ce que je peux faire. Alors, Philippe, tu as levé la main. Je crois que je peux ouvrir ton micro. Oui, Bonjour. bonjour. Alors moi, je vous ai Bonjour. rejoint en cours de route, Ouais. effectivement. Oui, j'ai vu que Je me tu suis fais fait partie des piéger. personnes qui étaient un peu perdues. J'ai- Voilà, on essaiera de bien comprendre ce qui s'est passé pour faire mieux la prochaine fois. Pas de souci. Donc moi, j'ai juste une question en lien avec les profils type dans Civil 3D. Est-ce que c'est une volonté de tout faire avec SubAssembly? Parce que c'est vrai que, alors SubAssembly, je l'utilise, c'est vraiment très bien, mais pour les personnes débutantes, on a quand même pas mal d'éléments de profil type qu'on peut utiliser. Puis a priori, ce qui a été fait, y compris les conditions, je veux dire, on aurait presque pu le faire avec des profils type standard en mettant des éléments de base. Voilà. Franchement, moi, j'utilise pas les profils types de base. J'utilise D'accord. le subassembly. Ouais. Je trouve ça parce que c'est un moment, comme on dit, ça fait de base. Mais on sait très bien que dans nos projets, on va devoir, à un moment donné, on va avoir des projets complexes. Donc, tant qu'à faire, autant apprendre. Difficile, aller dans le dur et apprendre à faire ses propres choses et derrière pouvoir les réexploiter. Et en fait, effectivement, il y a tout à fait la possibilité d'utiliser des profils beaucoup plus triviaux. L'idée, c'était aussi derrière de pouvoir montrer cette capacité à mettre des éléments conditionnels. De se dire, bah, je passe sous un ouvrage, je vais gérer les choses de telle manière. Je passe sur une zone avec des dégagements environnementaux, des réaménagements, des pentes plus douces, pardon. Comment je peux faire en sorte d'automatiser pour gagner en productivité. Mais évidemment, c'est tout à fait possible de le faire de manière plus classique. Merci. Alors, par rapport à ça, justement, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup expérimenter la partie raccourci aux données sur BIM 360. Je l'utilise beaucoup les raccourcis aux données, mais sur standard. Maintenant, quand on fait des éléments avec SubAssembly Composer, ces éléments, on doit les transférer de poste en poste. Donc, est-ce que BIM 360 gère cette partie-là quand on met, si on partage des données sur BIM 360, est-ce qu'il va quand même falloir transmettre à l'autre utilisateur de BIM 360 les éléments de profil type qu'on a fait avec SubAssembly? À ma connaissance, la gestion des PKT Voilà. n'est pas aujourd'hui prise en charge dans BIM 360. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est la collaboration au niveau des DWG et également au niveau des objets via les raccourcis aux données, comme tu l'as mentionné, mais pas spécifiquement pour les PKT. Donc pour les PKT, il faut continuer à les échanger via des bibliothèques que l'on se crée pour un projet en particulier, en fait. D'accord. La logique, c'est plutôt celle-ci, hein. Effectivement, quand on attaque un projet, il faudrait qu'il y ait un référent qui génère les profils en travers type dédiés au projet pour faciliter la tâche des concepteurs, donc les PKT, et que ces PKT soient partagés. Alors, ce qu'on peut très bien imaginer, c'est qu'ils soient postés quelque part sur l'environnement collaboratif pour que tout le monde puisse y accéder et les insérer dans ses données de travail. Ça, c'est cette façon-là de partager reste tout à fait possible, hein. Possible. Ouais. Merci. Merci pour ton intervention, Philippe. Il y a aussi Alexis qui a demandé à prendre la parole.
Bonjour tout le monde. Bonjour Alexis. Bah, du coup, je vais baisser la main parce qu'en fait, ma question portait sur la deuxième question de Philippe, à savoir le partage des PKT. Parce qu'au-delà du partage aussi, il y a aussi la mise à jour. C'est vrai que quand on doit mettre à Ouais. jour plusieurs profils, les PKT, ça Oui, peut être assez complexe tout à et fait. assez chronophage. Donc voilà, je Ouais, baisse la main. parfait. Merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ça peut être aussi des remarques. Et si vous n'êtes pas familier avec ce que Jean-Philippe a présenté, si vous êtes débutant, si vous êtes juste connecté parce que ça vous intéressait, mais que vous ne maîtrisez pas du tout les solutions, n'hésitez pas à intervenir. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de remarques bêtes. Alors, une question dans le module de questions-réponses. La valeur ajoutée du passage par Navisworks. Est-ce que tu pourrais expliquer, Jean-Philippe, pourquoi Navisworks dans le workflow? Pourquoi Navisworks? Pourquoi je monte Navisworks? Ouais, pourquoi tu es Bah, passé, pourquoi tu as utilisé Navisworks dans ton workflow? parce qu'il y avait cette donnée-là, je me suis dit, bon, on montre un peu un workflow des solutions Autodesk. Il faut montrer toutes les possibilités de l'utilisation des données provenant du canal. J'ai essayé Ouais. d'exploiter au maximum ces données-là. Ouais, Donc, il y avait ça a été quelque tes chose, données d'entrée. ça a été mes données C'est d'entrée. ça. Il y avait, C'est pour moi, c'est ce qui est très particulier dans ce que qu'est-ce tu as que je peux en montré, en faire? fait. Qu'est-ce Ouais, que je peux en faire? OK. J'ai un fichier Navisworks, qu'est-ce que je peux en faire? On sait que ça fait la synthèse, on sait que ça fait la décision de clash. Derrière, qu'est-ce que je peux en faire? Moi, je me suis dit, d'accord. est-ce qu'on peut l'utiliser dans un framework? Oui, en exportant un FBX. Et voilà. C'est très bien. La particularité, c'est que ce qu'a trouvé Jean-Philippe comme données pour travailler, pour créer ce workflow, bah, il avait des données d'entrée au format Navisworks, ce qui est quand même pas commun. C'était assez particulier. Donc effectivement, ça peut vous paraître un peu déroutant. Pour ceux qui connaissent Navisworks comme outil de synthèse, Navisworks n'intervient pas au début de workflow. On pousse des modélisations dans Navisworks pour travailler avec, pour les tester, pour faire de la synthèse. Là, la particularité pour Jean-Philippe, c'était que bah, c'est la donnée qu'il avait récupérée et il a exploité cette donnée au format Navisworks pour aller vers InfraWorks, vers Civil 3D, etc. Ouais, je Donc, pense qu'une fois c'est un qu'on a peu fait la particulier. synthèse, une fois qu'on Mais a fait la synthèse de nos données, on peut derrière continuer à exploiter cette synthèse-là en l'intégrant dans InfraWorks et pas juste s'arrêter sur Navisworks. alors, d'autres questions qui arrivent. D'ailleurs, la question de Vincent Dossé me fait Oui. penser au fait que nous aussi, on avait une question à poser. On prend la question de Vincent? Mais je vois pas de question. Alors, je te la lis. Que devient le pont modélisé dans InfraWorks après import du pont Revit? Peut-on imaginer un import d'Inventor? Alors là aussi, Jean-Philippe, tu as eu une approche particulière pour le pont. Si Oui. je me souviens bien, en fait, tu as juste posé par-dessus ton pont Revit sur le pont Oui. InfraWorks qui était resté là. Tu avais une proposition InfraWorks basique, standard. Et puis, tu as souhaité, comme tu l'as expliqué, tu as demandé à un collègue de faire un pont un peu plus différent, un peu plus... Bah, pour montrer un peu la différence, là on est sur une présentation, c'est je vous voilà, pour montrer la collaboration entre un collègue qui utilise Revit et moi qui utilise les logiciels infra, on va dire. Donc, dans ce qu'a montré Jean-Philippe, le pont InfraWorks était gardé en place, hein. C'était juste en fait pour la partie visualisation de l'ensemble du projet global. Alors, et peut-on imaginer un import Inventor? Alors, oui, il y a d'autres façons de faire, c'est de retravailler le pont InfraWorks directement. Et là, Inventor peut intervenir pour rajouter des objets spécifiques, paramétriques, qu'InfraWorks va comprendre comme des composants de l'ouvrage d'art. C'est une façon différente de travailler qui là permettrait de continuer à travailler avec le module de conception d'ouvrage d'art d'InfraWorks. C'est une autre façon de faire. On continue les questions. Pouvez-vous répéter la manip qui vous a permis d'importer le TN autour du canal dans Civil 3D au début de la présentation? Est-ce à partir de données Navisworks? Alors, on va peut-être pas reprendre les manipulations du début parce que là, il est -10 et puis je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Donc, ça a été enregistré, hein, donc vous pourrez revisionner
ce qu'a fait Jean-Philippe. Mais peut-être Jean-Philippe, tu peux bien préciser, c'est bien à partir des données Navisworks que tu as travaillé pour faire quoi le TN. Le TN. Non, il y avait un fichier des WG du secteur 1. Voilà, donc je me suis réellement appuyé du fichier des WG, des blocs, des textes, des polygons 3D pour essayer de respecter au mieux l'existant. Il y a eu un travail ça marche, à faire quand même. Ça marche. Alors, il y a des personnes aussi qui ont demandé à prendre la parole. Alors, Nicolas. J'ouvre le micro pour Nicolas. Nicolas. Oui. Non. Je passe. Pascal, est-ce que tu avais... Allô? Oui, Pascal. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. J'avais deux petites questions. Une première, est-ce qu'il faut toujours avoir des ISO-versions en fait, entre les différents logiciels pour que les différents échanges fonctionnent? Et une deuxième question qui n'a rien à voir, puisqu'on parlait de subassembly, c'est une question de détail, mais on a un souci sur certains profils types, notamment sur les ponts ou caissons, pour gérer le profil en travers avec des vers variables. Et donc, quand on paramètre, on arrive à le faire fonctionner, mais on est obligé de passer par une astuce en forçant la valeur du paramètre sur la voie choisie. Si on met aucun et qu'on le modifie dans les propriétés, en fait, on a un problème de bug, en fait, de comportement. Donc, est-ce qu'il y a une astuce? Je ne sais pas si ma question est assez claire, je peux la repréciser, mais voilà. Donc, d'abord, les ISO-versions et puis le problème de gestion du dévers variable sur les éléments de profil en travers type, en plus des largeurs variables, un peu comme on l'a vu tout à l'heure sur le projet. Pour les versions, effectivement, il est quand même recommandé de travailler toujours à ISO-version. Quand on attaque un projet pour lequel on sait qu'on va mettre en place des workflows qui vont faire intervenir plusieurs produits, oui, il faut s'assurer qu'on travaille à ISO-version. Donc, si des collaborateurs sont en 2020, d'autres en 2021, etc., il faut que chacun s'aligne. Certains workflows fonctionnent entre versions différentes. On peut parfois pousser ce qu'on a modélisé en Civil 2020, on peut l'utiliser en Civil 2021, mais après on sait que s'il faut repasser en 2020, on risque d'avoir des problèmes si certaines fonctionnalités utilisées en 2021 n'existaient pas en 2020. Donc pour éviter tout ça, oui, il faut travailler à ISO-version quand on s'engage sur ce type de workflow. Pour ta deuxième question concernant les dévers, tu évoques les dévers sur un ouvrage dans InfraWorks? Oui, non, dans Civil 3D, dans un premier temps. On a modélisé en fait dans Civil 3D le MNT, l'axe en plan, le profil en long de l'ouvrage qui est assez complexe à la fois en plan et en profil en long. C'est un ouvrage caisson, donc c'est un ouvrage creux, un béton précontraint existant pour lequel il y a un projet de réparation. Et on veut le modéliser. Seulement cet ouvrage-là, il est sur un axe en plan qui contient des clotoïdes, etc. et qui amène à avoir des dévers variables sur l'ouvrage. Donc, il y a certains éléments types de base, effectivement, qui fonctionnent avec ça. Mais nous, il nous fallait un profil en travers de caisson qu'on a construit parce qu'en fait, la hauteur de caisson est à inertie variable aussi. L'inclinaison des armes, il faut qu'on puisse le gérer. En fait, toute la géométrie propre à la section du caisson, on la gère par nous-mêmes en l'ayant codifié. On gère aussi la largeur variable et la hauteur variable. Donc, c'est un PKT? Excuse-moi. C'est un PKT, c'est un PKT, voilà, qu'on exploite sous Civil. Et ce PKT qui existait, donc on l'a voulu introduire en fait les possibilités de gérer le dévers variable, donc en utilisant les fonctionnalités de subassembly. Et ça apparemment, on a un souci à certains moments, c'est-à-dire que quand on veut sur l'axe en plan attribuer les dévers variables, mettons sur la voie intérieure droite, et que dans les propriétés on vient sélectionner ce paramètre-là, si on ne l'a pas forcé dans le PKT, comme étant, mettons, la voie intérieure droite, qu'on laisse aucun, le profil en travers type ne suit pas correctement en fait. Ah là, il faudrait voir spécifiquement le cas d'usage là. C'est compliqué de répondre. Ouais, sur des projets linéaires, c'est toujours compliqué. Il vaut mieux essayer de voir les fichiers et le projet. Parce que vous avez développé un PKT particulier, donc il y a dedans des paramètres qui font appel, qui lisent le dévers du projet pour l'appliquer sur le PKT. Donc il faudrait voir le développement, enfin le paramétrage du PKT, je pense. Que ça fonctionne. Je ne sais pas dans quelle mesure, si ce n'est pas des données sensibles ou quoi, mais si vous voulez qu'on planche dessus et qu'on regarde, on trouvera la réponse. Mais en tout cas, plancher dessus, on peut regarder si ça vous intéresse.
Ouais, bah, enfin, on est arrivé à le faire fonctionner, hein, puisque dans le PKT, il suffit de forcer. Non, mais ça fonctionne puisqu'il suffit de forcer le paramètre. Mais si on voulait utiliser ce profil type, au lieu d'attribuer la voie intérieure droite, par exemple, on va attribuer la voie gauche, enfin la voie extérieure ou l'accotement, parce qu'on rajoute des éléments. En fait, il faut des re-rentrer dans le PKT et remodifier. D'accord. C'est tout, quoi. Mais sinon, ça marche. Ensuite, après, à partir de l'axe, on peut bien définir nos différents dévers aux différentes abscisses et il le suit. Donc ça fonctionne, mais ça donne un peu moins de souplesse, quoi, disons, voilà. Donc c'est juste pour savoir si jamais c'était pas un bug en fait de l'outil, puisqu'il y a certaines parties du profil en travers qui suivent bien. Si on met aucun et qu'on le définit dans les propriétés, il y en a d'autres pour lesquelles il faut forcer, alors qu'on utilise le même paramétrage. Donc, on l'avait pas identifié. D'accord. Comme ça, sans le fichier, c'est très compliqué à répondre. Ouais, c'est difficile de répondre. J'ai expérimenté à peu près le même problème qui est référencé là. Et j'ai solutionné ça avec les conditions dans le PKT, justement une condition si on n'a pas sélectionné qu'on veut travailler avec le dévers type. Et puis, mais c'est clair que on doit faire une condition. Ensuite, on part d'un côté si on n'a pas de dévers type, de l'autre si on a forcé le dévers type. Et puis on rejoint après. Mais j'ai eu exactement le même problème. Il y a une intervention dans le module de discussion. Il y a une variable spécifique pour les dévers dans ce Bassembly Composer, mais je ne sais pas qui a fait ce commentaire. Donc, ouais, Pascal, si tu peux partager, visiblement, ça pourrait être intéressant de confronter les expériences d'autres utilisateurs pour voir si ce qui est faisable. C'est un Nicolas qui a dit... Ouais, mais alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des échanges de liens de connexion et il y a 8 Nicolas qui sont connectés. Donc voilà, il y a des Nicolas qui sont connectés. Merci. Mais je vois et il y a un autre Nicolas. Alors, je l'ai vu. Attends, je vois rien. Je l'ai perdu là. Nicolas. Alors, j'ai vu effectivement la main levée de Nicolas, mais... Ça y est. Nicolas, normalement, tu as le micro que tu peux ouvrir, je pense. Non. Je sais pas ce qui se... Ah, ça attend. Alors, chaque fois que je passe la souris sur Nicolas, il disparaît. Nicolas Ragel, Nicolas. Si, là, il y est. Ah, il a activé le micro. Ah, ça y est, Nicolas, on t'entend. Alors, juste une dédicace. Apparemment, 8 Nicolas semble être un cauchemar pour certains. Donc, je m'excuse pour ceux qui se reconnaîtront. Non, je disais, au niveau des dévers, je ne sais pas si c'est la solution, mais il y a, dans ce Bassembly Composer, il y a une variable à déclarer en disant, genre, justement, si tu es dévers, tu appliques telle variable, si tu es dévers droit, intérieur, extérieur, accotement, etc. Et en fait, en fonction de ce qui s'applique, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Oui. Vous avez, voilà, on ne peut pas utiliser dans ce Bassembly Composer juste les simples fonctions de dévers telles qu'il les propose. Il faut absolument créer une variable qui ira faire appel aux API dévers en disant si tu es dévers droit, dévers gauche, etc. Donc toutes les conditions, effectivement, sont appliquées dans le Bassembly Composer pour que justement, après, on a un petit menu déroulant en fonction du dévers que l'on veut, soit aucun, soit cette liste-là. C'est ce qu'on a fait. En fait, il y en a même deux de variables, puisqu'en fait, il y en a une qui permet de dire que ça supporte ou ça ne supporte pas le dévers, et puis l'autre où on définit dans la liste déroulante quelle partie on sélectionne, que ce soit voie intérieure, extérieure. Donc voilà, ça, il ne fallait pas le deviner, c'est sur Internet, hein, c'est copier-coller. Oui, ça, on l'a fait, ça marche bien, mais ce qui est surprenant, c'est que ça ne marche pas pour tous les éléments du profil type, sauf à forcer la valeur par défaut. Ah. Donc bon, après, on s'en sort, on s'en est sorti quand même, on est arrivé pas en bidouillant, mais en fait, en utilisant une astuce, disons, pour le faire, mais c'est surprenant, quoi, ça. C'est pas une gymnastique naturelle, peut-être. Voilà. Ce serait bien, effectivement, de poster ça sur le forum Autodesk Civil InfraWorks, si tu peux partager ça, Pascal, et puis comme ça, les personnes là qui ont participé dans la discussion pourraient peut-être contribuer à travers le forum. Si tu peux échanger un DWG avec le PKT, ce sera encore mieux. On a 2 questions pour vous. Ça nous permettra aussi d'évaluer ce que l'on pourrait vous présenter dans les prochains groupes utilisateurs. Le premier, c'est sur l'évolution de la plateforme collaborative, puisque vous avez vu beaucoup de communication ces dernières semaines sur la plateforme collaborative qui évolue, BIM 360.
existe toujours et toujours là, mais il y a une évolution de la plateforme vers Autodesk, Docs, BIM Collaborate, etc., avec des intégrations particulières, notamment de Civil 3D aujourd'hui. On aimerait savoir si vous avez une vision à peu près claire de tout ça, ou si un point pourrait être bénéfique, une présentation de ce qu'on en est capable de faire avec cette plateforme aujourd'hui. Voilà, donc bon, ça ne me surprend pas trop hein, que la vision ne soit pas très, très claire. Ça marche. Merci beaucoup. Et puis on a une deuxième question. Ok, voilà. Donc environ 70% de vision pas très très claire. La deuxième question, c'est pas celle-là. Alors, comment je fais pour passer? Voilà, c'est pas ça. Voilà, pour les ouvrages d'art, pardon, je lance le sondage. Pour ceux parmi vous qui travaillez sur des ouvrages d'art aujourd'hui, quels sont les outils que vous utilisez pour vos approches des ouvrages d'art? Donc AutoCAD, Revit, Inventor, InfraWorks, Civil 3D ou autre chose? Puisque Jean-Philippe l'a évoqué, il a proposé une approche des ouvrages d'art. Il y a une proposition Autodesk, InfraWorks, Revit, Civil 3D. Plusieurs solutions avec ou sans Dynamo selon ce que l'on veut faire. On aimerait aussi avoir votre retour sur la thématique des ouvrages d'art. Merci. Donc beaucoup d'AutoCAD et de Revit. Non, Nicolas, c'est pas jackpot. C'est que tu es multi-connaissance. Ouais. Mais Nolwenn, tu arrives à voir quel Nicolas parle? Enfin, Ouais. ou écrit? Bon, d'accord. Moi, je sais. Tous ces Nicolas. Hein. Ok, merci beaucoup. Quand même, une prédominance d'AutoCAD et de Revit. Et pas mal d'InfraWorks. Merci beaucoup. Merci. On a un peu dépassé midi. Je partage les résultats. Voilà. Ouais. Okay. Merci à tous. Vraiment désolé pour le couac au début pour les histoires de connexion. Hein. On va voir ce qui s'est passé pour simplifier les choses pour la prochaine fois. Si je reprends mes slides, moi, qu'est-ce que j'avais pour conclure? Non, question-réponse et sondage, rien de particulier. Le prochain Gubi, la date n'est pas encore fixée aujourd'hui parce que si on continue la fréquence de un meeting tous les 2 mois, on va arriver dans l'été. On tomberait au mois de juillet. On va voir avec mes collaborateurs Nolwenn et Philippe ce que l'on fait. Est-ce qu'on en fait un juste avant, peut-être en juin, peut-être sur les nouveautés. C'est l'occasion de faire un point sur les évolutions des produits. Évidemment, on vous tient au courant sur LinkedIn et sur Meetup. Voilà. Merci à tous, merci beaucoup. Toutes les données, l'enregistrement, les supports vont être partagés sur BIM 360 comme d'habitude et je vais communiquer sur tout ça. Merci à vous. Merci beaucoup de votre présence et à bientôt. Au revoir.